Bonjour à tous, je vais vous présenter en quelques minutes les points essentiels à connaître sur l'attaque chimique dans le cadre de l'item 337, intoxication aiguë. Le nombre d'objectifs pédagogiques est limité, il n'y en a que 2, savoir suspecter d'un événement chimique de grande ampleur et connaître les mesures de protection. Je n'ai pas de lien d'intérêt. Voici le plan, mais on va rentrer directement dans le vif du sujet. Il y a 3 grands cadres dans lesquels peuvent se dérouler les attaques chimiques. L'attaque terroriste en premier, ou dans le cadre de contexte de guerre, avec des exemples récents comme l'attentat au gaz sarin dans le métro Tokyo en 1995, et puis malheureusement en Syrie des attaques répétées avec des agents neurotoxiques ou vésicants. Au plan industriel, qui est le deuxième grand cadre, des accidents, et on peut citer l'accident de l'usine de Bhopal en Inde, qui a fait un nombre de morts absolument considérable dans les années 1980. Le troisième point est beaucoup plus limité en termes de nombre de victimes, il s'agit des assassinats ciblés avec quelques événements récents que vous avez pu voir dans la presse. Alors le premier point important à connaître, c'est quand faut-il envisager une attaque chimique. Il faut avoir un niveau d'alerte pour se rendre compte qu'on est peut-être dans ce contexte. Sur les lieux de l'attaque, ce qui doit faire penser, c'est l'apparition de nombre de victimes regroupées au même endroit, qui vont avoir l'apparition de signes concordants entre eux, avec l'atteinte de plusieurs compartiments parmi des signes neurologiques, des signes respiratoires, des signes oculaires, des signes cutanés, d'apparition assez rapide, en quelques minutes maximum, 1 à 2 dizaines de minutes. En fonction de l'agent, ce ne sera pas la même combinaison, mais vous avez généralement plusieurs de ces signes en même temps, ce qui est évocateur. Il faut penser que l'attaque chimique peut s'associer à une attaque plus classique, balistique, par bombe ou arme, et il faut donc savoir penser que lorsqu'il y a une attaque un attentat dit classique, se rend compte qu'il y a plus de victimes que ce que devrait faire juste l'attaque, je dirais, classique entre guillemets. À l'hôpital, les événements qui vont faire penser à une attaque chimique, c'est l'afflux de plusieurs victimes, réparties sur quelques minutes à heure, avec les signes évocateurs que je viens de vous citer. C'est souvent intriqué avec un afflux de personnes paniquées et ou un autre mécanisme lésionnel. Alors cette plaque n'est pas à connaître, c'est juste pour vous donner quelques éléments supplémentaires, avec sur la partie gauche la liste des principaux agents utilisés dans les attaques chimiques. La liste n'est pas exhaustive, avec des éléments en phase liquide ou gazeuse qui vont influencer sur la dispersion du produit. Et puis à droite, les signes évocateurs, donc un peu plus détaillés que ce que je vous ai dit en introduction, avec des signes respiratoires, parmi lesquels bradypnée ou tachypnée, dyspnée, sécrétion trachéale abondante, bronchospasme, des signes neurologiques et confusion, coma, convulsion, fasciculation, paralysie, myosis ou mydriase, et puis dans les signes cutanés ou oculaires, des lésions cutanées sur les surfaces découvertes et des rougeurs oculaires. Donc en fonction de l'agent, eh bien vous allez avoir 1, 2 ou 3 ou 4 ou 5 de ces signes qui vont apparaître, mais le plus souvent vous avez une combinaison de 1 ou 2 compartiments au moins qui sont atteints et ce qui est évocateur. Alors l'autre point important qu'il faut connaître, c'est savoir se protéger. Un personnel soignant n'est efficace que s'il est pas contaminé lui-même et pas malade, et a fortiori en vie. Donc la première chose est de savoir fuir la zone dans laquelle il y a l'attaque pour pouvoir rester ensuite un soignant opérationnel. Donc en pré-hospitalier, donc ça peut sembler une injonction un peu inquiétante ou un peu paradoxale, mais il faut fuir la zone de l'attaque, se mettre au moins à 50 mètres, ce qu'on appelle au vent de la zone intoxiquée, donc de ne pas se mettre dans la zone dans laquelle le vent apporte les agents toxiques. Et ce sont les secours spécialisés qui arriveront pour évaluer les risques, baliser, sécuriser la zone, entrer dans la zone avec des équipements de protection individuelle et puis organiser les soins et les décontaminations. À l'hôpital, l'injonction peut paraître aussi inquiétante et paradoxale, mais il faut fermer en premier les portes de l'hôpital pour éviter que les personnes contaminées primaires
viennent contaminer le personnel soignant et les empêcher ensuite d'être en capacité de soigner. Dans l'attentat du gaz sarin à Tokyo, une grande partie des victimes étaient en fait du personnel soignant contaminé par les victimes primaires. Donc il faut fermer les portes de l'hôpital pour pouvoir se réorganiser, c'est-à-dire préparer la décontamination à l'entrée de l'hôpital, qui va passer par un déshabillage entier des victimes et une douche, et ensuite pouvoir soigner les patients. Donc les deux messages à retenir, c'est qu'il faut savoir évoquer une atteinte chimique devant l'association de troubles respiratoires neurologiques oculaires cutanés d'apparition rapide dans une zone géographique, et puis savoir se protéger, et ça veut dire ne pas intervenir sur un patient avant le port d'une protection individuelle ou avant la décontamination du patient. Voilà, bon courage à tous.